Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode spécial de la Minute Rhumato, le podcast de la Société française de rhumatologie. Aujourd'hui, nous sommes à Strasbourg, aux Journées nationales de rhumatologie, et nous mettons à l'honneur une figure majeure de notre discipline, le professeur Maxime Dougados. Nous échangerons avec lui sur l'importance de mesurer l'évolution des patients en rhumatologie. Bienvenue, professeur Dougados. Merci. Pour mener cet entretien, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés le professeur Jean Sibilia, rhumatologue et doyen de la faculté de médecine de Strasbourg. Bienvenue, professeur. Bienvenue. Professeur, votre carrière a marqué la rhumatologie des 20 dernières années. Ce que vous dites. Je ne suis pas la seule à le dire. Est-ce que vous pourriez nous décrire votre parcours et surtout nous expliquer quelles étapes ont été les plus marquantes pour vous? En fait, c'est une question très difficile. Même sur le plan personnel, quand on me demande comment j'ai vécu mes enfants, c'est très difficile rétrospectivement. Je pense que c'est une question de rencontre ou d'opportunité, ça dépend. Est-ce que c'est le hasard ou est-ce qu'au contraire, il y avait quand même quelque chose qui fait que, tiens, cette rencontre-là, vous l'a transformée en opportunité. Et je crois que j'en ai eu beaucoup, qu'avec des malchances ou des chances, je ne sais pas. Je crois que la personne qui m'a marqué, ça a été Marie-Germaine Bousser. Vous ne la connaissez pas, mais c'est une neurologue et avec qui j'étais chef de clinique. J'ai partagé son bureau. Et à l'époque, elle coordonnait un essai thérapeutique sur la persentine dans les accidents vasculaires cérébraux. Mais elle m'a surtout appris pourquoi il fallait s'organiser, mettre en place des procédures. Et pour ça, elle s'était aidée d'une assistante de recherche clinique. On est en 1970, ça n'existait pas, hein, mais elle en avait une. Deuxièmement, quand j'ai fait la rhumatologie, c'est un chef de clinique qui était dans le service de Bernard Amor, qui s'appelle Daniel Méry. Et lui, il était plus tourné sur l'épidémiologie clinique. Et c'est lui qui m'a fait faire de la statistique. Donc, vous voyez, c'est deux personnages. Et je voudrais en citer un troisième qui n'était pas quelqu'un que j'ai rencontré, je dirais, par des seniors, mais plus par des collègues ou des juniors. C'est Philippe Raveau, quand il était chef de clinique dans mon service. Et on a eu des directions complètement divergentes après, mais je l'ai toujours respecté et j'ai toujours admiré son sens de voir les choses. Et Philippe Raveau m'a beaucoup aidé pour mettre en place ce qu'on appelait après les procédures standardisées opérationnelles, pour mettre en place les recommandations de l'EULAR. On pourrait y revenir, je pourrais vous raconter l'histoire de ces recommandations, mais Philippe était à l'origine de ça. C'est intéressant quand on vous demande les étapes, vous nous répondez des rencontres. Oui, parce que je pense que c'est le plus... Enfin, j'ai l'impression que j'ai eu la chance, je ne sais pas comment. Alors ça, c'est l'échelon national, et à l'échelon international, ça a été exactement la même chose. J'ai accroché, je dirais, avec par exemple Désirée Van der Hedge, qui est une rhumatologue de Leiden à l'heure actuelle, mais à l'époque, elle était, comme en France, on dirait, le cul entre deux chaises. Elle avait fini son clinica, elle n'était pas encore rhumatologue néerlandaise, et elle travaillait chez Kabi Pharmacia, qui développait la salazopyrine en Suède, et c'est là que je l'ai rencontrée. Et je veux dire, ça a tilté entre nous, et on a eu des chemins parallèles, mais où on a toujours travaillé ensemble. Ça a été la même chose avec des gars comme Michael Weinblatt à Boston. C'était en 1980, je prends le bus pour aller au congrès international. Je m'assois dans le bus et à côté de moi, il y avait un jeune gars de Boston qui me raconte qu'il utilisait un médicament qui avait l'air de révolutionner la polyarthrite. Je l'ai cru qu'à moitié, mais quand même, on est allés bouffer ensemble. Il s'appelle Michael Weinblatt, il avait un petit traitement qui s'appelait le méthotrexate. Ah oui. Et il m'a expliqué tout ce qu'il faisait. Alors, et après, l'opportunité, c'était de prendre ça à mon compte et d'utiliser peut-être ce que j'avais appris des autres. Alors vous êtes reconnu pour vos travaux en faveur de la méthode et de la mesure en rhumatologie. Quelle est votre approche pour évaluer les patients et surtout quantifier à la fois les douleurs et les inflammations? Alors, je voudrais reprendre une de vos phrases. Vous êtes reconnu comme ou vous êtes craint comme? En d'autres termes, je ne suis pas sûr que tout le monde apprécie la manière dont je vois la problématique de la mesure ou de comment mesurer les maladies. Alors, les approches que j'ai eues, c'était simple, encore une fois, des opportunités. J'aime beaucoup discuter avec des gens comme Claire Bombardier. Claire Bombardier, c'est une fille qui est de Toronto et qui était qui est rhumatologue, mais également épidémiologiste, et qui travaillait beaucoup dans la qualité des soins et la qualité de vie des patients. La qualité de vie des patients sur le plan des malades et la qualité des soins à Toronto. Et elle m'a beaucoup appris là-dessus et j'ai fait que reprendre ce qu'elle me disait et d'essayer d'appliquer ça dans la rhumatologie française ou au moins européenne.
Encore une fois, j'ai copié. Votre carrière a traversé plusieurs révolutions médicales. Vous avez même participé à certaines d'entre elles. Quelles grandes évolutions de la rhumatologie vous ont marqué ces dernières années? Ça aussi, c'est une question qui est très, très difficile. Parce qu'on peut la prendre sur plusieurs angles. Est-ce que c'était les thérapeutiques? Est-ce que c'est les innovations technologiques? Est-ce que c'est les innovations d'organisation ou de désorganisation? Ça dépend comment on voit le problème dans les hôpitaux. Mais tout ça, ça m'a bien marqué, oui. Hein. Je racontais que ma première publication, j'en suis très fier, 1974, c'est pas hier, hein, vous n'étiez pas né, mais ma première publication, c'est le New England Journal of Medicine. Pas comme auteur. Ok. J'étais dans la partie témoin, parce que mon patron, Bernard Amor, était un grand copain d'un monsieur qui s'appelle Monsieur Dossé, qui venait de découvrir le système HLA dont on a parlé en session plénière ce matin. Et ils ont eu dîner ensemble, et puis Bernard Amor a dit à Jean Dossé, moi, je connais une maladie où il y a quand même beaucoup de gens dans la famille qui se ressemblent. Et le lendemain, Bernard Amor il a convoqué 20 malades qui avaient une spondylarthrite, il a convoqué 20 externes, dont moi, de son service, et il a fait l'étude, il a montré qu'à l'époque, ce n'était pas B27, c'était HW27, était beaucoup plus fréquent dans la spondylarthrite que chez une population témoin. Donc ma première publication, je fais partie de la population témoin en tant qu'externe, tout ça pour souligner qu'à l'époque, la recherche clinique, c'était quand même plus facile. Le métier d'enseignant-chercheur. Maxime est emblématique pour nous parce qu'il a apporté de la méthode, il a apporté cette plus-value quand on est enseignant-chercheur académique, hein, un rhumatologue enseignant-chercheur, il a la responsabilité de construire la connaissance sur la base d'une vraie méthode. C'est peut-être ce qui a manqué. Maxime l'a bien décrit ce matin dans ta rétrospective, hein, artiste ou artisan, en fait. Hein, on était très artiste, la science était artistique, intuitive. D'ailleurs, si on aurait pu, on avait eu le temps ce matin aussi, ça aurait été rappelé toutes les intuitions qu'ont eues les immunologistes avant Jules Hoffmann, ou comme Paul Ehrlich, ou comme Metchnikoff, où beaucoup de choses n'étaient pas observées, mais étaient imaginées. Et en fait, ça fait partie de la création. L'artiste, c'est ça. Il est capable d'imaginer et de créer. Mais il y a une vraie limite, hein, et je partage l'analyse de Maxime. C'est fantastique d'être artiste, mais c'est bien d'être artisan. Et l'artisan, il a une méthode. Et il met en place une méthode, et c'est la reproductibilité de cette méthode-là qui fait la valeur du résultat. Parce qu'un résultat est scientifique, quel qu'il soit, il est par essence toujours autant critiquable. Il doit l'être. Et une des façons de le valider, c'est de reproduire le résultat. Et pour reproduire le résultat, il faut être capable de le reproduire parce que la méthode a été construite de la même manière. Et ça, je l'ai appris par Maxime. Hein. Je faisais de la recherche immunologique au laboratoire, juste à côté du laboratoire de Jean Dossé. Donc, je ne sais pas si c'est au centre IEM. Et j'étais dans la pièce à côté du technicien qui avait fait HLA province, que je croisais tous les matins. Donc vraiment, on était côte à côte. Hein. Et on faisait de l'immunologie de laboratoire de Paillasse avec Jean-Claude Brouet, avec Maxime Seligman. Mais c'était artistique. On faisait l'hybridome, la culture cellulaire, des choses comme ça. Mais il n'y avait pas forcément de méthode. Et j'ai appris avec Maxime après comment poser la question et se dire, voilà, je vais avoir une méthode. Et cette méthode, elle est reproductible et réutilisable par d'autres pour reproduire le résultat. Et ça, c'est vraiment fondamental. Et on a la chance d'exercer un métier que je trouve extraordinaire, qui est ce métier d'interface. Hein. On voit des malades, ça fait penser à des idées et à des problématiques du malade et de la maladie, des deux. Et après, on est capable, par la méthode et par la connaissance de la science, d'essayer de trouver de la connaissance. Et ça, c'est assez génial, quoi. Voilà. Moi aussi, j'arrive en fin de carrière, mais si je devais retenir un truc, c'est ça qui m'a marqué. Être à l'interface, au croisement de ce questionnement et de la méthode qui permet de répondre à ce questionnement. Et je crois que ça donne de la qualité au résultat. Il y a un point quand même que je voudrais dire, c'est souvent on sépare ce qui est recherche dite fondamentale ou translationnelle, le gars qui est à la petite souris dans son laboratoire, versus la recherche clinique. Et dans ma carrière, par contre, je n'ai jamais voulu dissocier les deux. Alors, je sais bien que c'est complètement différent, que c'est des techniques différentes, mais si vous dissociez complètement les deux, c'est que d'un côté, vous avez des professionnels de la souris et de l'autre côté, vous avez des professionnels du test statistique, ça ne va pas aller. À un moment donné, comme dit Jean, il faut faire le lien entre les deux. Mais quand on est clinicien, il faut être humble. Pourquoi ? Parce que les grandes étapes de la rhumatologie, de la médecine en général, ne sont pas venues de la recherche clinique.
Ils sont venus de la constatation clinique, ce que dit Jean. Et à partir de là, il va dans son laboratoire et il découvre quelque chose. Et c'est cette découverte qui fait avancer. Le chercheur clinicien, lui, ou il a une idée ou il l'a pas, mais il a des idées faciles. Par exemple, est-ce que d'avoir une grosse articulation, c'est pas bon pour l'avenir de l'articulation? Donc, il fait une étude, il a une question simple, il monte une étude. L'avantage du chercheur clinicien, c'est que quand il a une question, il aura une réponse. Et cette réponse, qu'elle soit positive ou négative, va aboutir à une publication scientifique dans des journaux de recherche clinique. En recherche fondamentale, c'est un peu plus compliqué que cela. Le jeune chercheur prend un risque de faire 1 an, 2 ans, 3 ans d'études et qu'à l'arrivée, ça ne donne rien, ça ne débouche sur rien. Et là, il aura beaucoup plus de difficultés à publier. Il y a toujours quelque part cette aigreur que je comprends, mais qu'il faut absolument essayer d'annihiler et maintenir cette collaboration entre chercheurs, qu'on va dire, de paillasse et chercheurs au lit du malade. Très intéressante notion de ce continuum. Maxime a raison de dire qu'il y a un continuum entre la recherche fondamentale, la recherche qu'on appelle transactionnelle, un peu intermédiaire, où on pose des questions plus ou moins appliquées, et la recherche clinique qui est appliquée. C'est absolument, il faut conserver ce continuum. Et il génère en soi, ce continuum, des idées complémentaires, des idées nouvelles. Et Jules Hoffman, qu'on a entendu, est quelqu'un qui parle souvent de sérendipité de la recherche. C'est-à-dire que l'objet de la recherche, on peut avoir un objet A, mais in fine, par l'observation, découvrir que le plus important est l'objet B. C'est-à-dire qu'on découvre, c'est le repositionnement des molécules, par exemple, hein, où on découvre, la cyclosporine est un grand exemple, molécule qui a changé la vie des greffés d'organes. Hein. Ça a été la métamorphose d'un greffe d'organes. On l'a découvert en cherchant un anti-infectieux. Et on l'a utilisé comme anti-infectieux pendant un certain temps, alors que c'est un magnifique médicament du rejet de greffe. Donc c'est des exemples. Et Maxime a raison de se dire, donc il ne faut pas dissocier, pas saucissonner la recherche. Hein. Et surtout que ça peut passer de l'un à l'autre. Alors, l'exemple de l'un à l'autre, c'est le tabac dans la polyarthrite. Les chercheurs cliniciens ont dit, tiens, les gens qui fument ont une polyarthrite plus sévère. Et puis après, quand on a eu des marqueurs biologiques, on dit, tiens, c'est curieux, les gens qui fument, ils ont plus d'anticorps anti-CCP. Et après, quel est le rapport entre tabac et citrulination? Quel est le rapport après avec la parodontite? Et tout ça, ça a été un va-et-vient entre le laboratoire et le lit. Donc, il ne faut surtout pas casser ça. Professeur Dougados, vous allez bientôt quitter vos fonctions et vous laisser un très bel héritage à la rhumatologie. Est-ce que vous pouvez nous dire, pour vous, quels sont les grands enjeux de demain et est-ce que vous avez des craintes pour l'avenir? Non, des craintes pas tellement, parce que les gens rebondissent souvent devant un obstacle. Et non, ce dont je suis convaincu, c'est que tout ce qu'on a pu discuter pendant ce congrès, c'est les difficultés pour un rhumatologue installé tout seul dans un cabinet devant un malade, de pouvoir prendre en charge de manière optimale un malade rhumatisant chronique, quelle que soit sa maladie, que ce soit un lupus, une polyarthrite, une spondylarthrite. Et ce que j'espère voir arriver dans les prochains mois ou les prochaines années, c'est ce qu'on appelle en anglais l'implémentation, la mise en pratique des recommandations. C'est-à-dire qu'on a à l'heure actuelle les sociétés scientifiques qui font des recommandations. On a la preuve que ces recommandations sont utiles, c'est-à-dire que si le médecin respecte ces recommandations, ça, c'est bien, mais en même temps, respecter ces recommandations, c'est très difficile, parce qu'en 20 minutes, s'occuper d'évaluer la maladie, d'informer le malade sur sa maladie, sur ses traitements, de vérifier l'adhérence au traitement, de vérifier les comorbidités, ce n'est pas possible. Donc, ce que je vois apparaître, mais sinon ce sera catastrophique, ce sera les compagnies d'assurance ou l'HAS qui va les obliger, c'est que en maintenant le côté, on va dire, artiste du rhumatologue devant son malade, mais qui discute avec son malade, qui voit les problèmes médicaux ou non médicaux, mais du malade, en parallèle, de temps en temps, il se fait aider par une équipe de rhumatologie qui, lui, va avoir une procédure d'artisan, c'est-à-dire une procédure standardisée opérationnelle, vérifier les vaccinations, vérifier l'activité de la maladie, informer le malade, donner les sources d'information. Aujourd'hui, avec tous ces réseaux sociaux, guider le malade dans les réseaux sociaux. Il faut pas, Internet est là, mais on peut guider le malade en disant allez plutôt là, nous vous recommandons ça, ou ces réseaux. Et ça peut être fait non pas par le rhumatologue, parce que ça lui prendrait des heures en consultation, mais par une équipe interdisciplinaire. Et j'espère que ce que je vois, c'est le rhumatologue voit son malade de manière chronique à intervalles qu'il définit lui-même.
en fonction de l'activité ou de la sévérité de la maladie. Et puis, au tout début de la maladie, ça c'est quelque chose qui manque, au tout début de la maladie, dans les 2 mois qui suivent, c'est un indicateur de qualité de la Société européenne qui s'appelle ASA-Solar, le malade bénéficie d'une prise en charge par une équipe interdisciplinaire d'un programme standardisé. Là où je mets l'importance, attention à ces programmes standardisés, il faut absolument qu'ils soient élaborés et supervisés par un rhumatologue. Ce n'est pas à la HS, ce n'est pas aux compagnies d'assurance de les élaborer. C'est aux rhumatologues eux-mêmes de les élaborer. Et si possible, qu'ils soient homogènes, c'est-à-dire que, pourquoi pas la Société française de rhumatologie propose un programme, mais très on est dans le pratico-pratique, hein, on n'est pas dans les recommandations. C'est pour ça que j'espère que la Société française de rhumatologie va, outre les recommandations, va donner également des indicateurs de qualité, des quality standards, des standards de qualité qui sont beaucoup plus pratiques et très, très faciles à évaluer. Et c'est pour ça que ce sera très tentant pour l'HAS ou les compagnies d'assurance de le faire pour juger les médecins. Alors, il vaut mieux que ce soit nous-mêmes qui nous réglions des soins parce qu'on pensera d'abord à la qualité des soins. Donc, je verrai ça, je verrai des rhumatologues libéraux hospitaliers qui prennent en charge leurs malades, mais qui fassent bénéficier à leurs malades d'un programme standardisé où on explique aux malades pendant 2 heures, ça prend 2-3 heures, hein, ces programmes-là, ce n'est pas en 20 minutes que ça se fait, mais au moins, regardez autour de vous, vous connaissez certainement des gens autour de vous qui ont des maladies chroniques, que ce soit des maladies de Crohn, des scléroses en plaques, des insuffisances cardiaques, demandez-leur si au tout début de leur maladie, qui a fait le diagnostic, c'est le médecin, mais qui a informé de toutes les conséquences possibles, de toutes les... Souvent, ça n'a pas été fait. En diabétologie, ils le font. Mais dans d'autres maladies, et je pense que les rhumatologues, là, devraient faire quelque chose pour améliorer la prise en charge des malades, ce qui déchargera un peu le médecin. Mais attention, il ne faut pas se décharger sur ses équipes, hein. Il faut encore une fois supervisé par le rhumatologue. Il faut que le rhumatologue soit partie prenante. Il ne faut pas laisser comme ça des malades qui vont avoir, par leur entreprise, une prise en charge de la polyarthrite ou de la spondylarthrite, mais par EDF, par Total Énergie. Non, il faut que ce soit... moi, en tous les cas, j'espère que les rhumatologues seront assez costauds et que la société, mais j'en suis sûr, mettra en place ces programmes. Professeur Sibylla, qu'est-ce que ça vous inspire ? Oui, je pense que Maxime a raison d'essayer d'être pratico-pratique parce que finalement, on est là pour changer la vie des malades, en fait, hein. C'est quand même notre objectif numéro 1, se dire que avant ou après notre intervention, la vie des gens peut être meilleure. C'est la conception du bien-être de l'OMS, hein, le bien-être du corps, de l'esprit et de la vie sociale. Donc on se recentre sur le patient, ça c'est une chose, avec un programme opérationnel clair, moi j'appelle ça les projets d'impact, hein, programme d'impact. Il faut que ça impacte réellement la vie. On peut faire de la recherche, mais à un moment donné, il faut qu'on réfléchisse à l'impact que la recherche peut avoir. Et il faut le donner aux gens. Enfin, la recherche, elle n'est pas faite pour les chercheurs. Elle est faite pour qu'on en fasse quelque chose à l'échelle de l'individu et de la société, au sens très large du terme. Donc moi, je crois vraiment à ça. Après, c'est comment on y arrive. Et là, on est dans une phase de transformation organisationnelle. Maxime l'a cité. C'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui, l'organisation des soins, pour des tas de raisons. On se heurte à plusieurs enjeux très compliqués à gérer en même temps. Des enjeux qui sont des enjeux démographiques, des enjeux sanitaires, des enjeux économiques, des enjeux sociétaux humains, de la relation au temps de travail, de la relation de coopération au travail. J'imaginais pas, il y a 5-10 ans, qu'on connaissait tout ça. Hein. On découvre rien, enfin, ça serait faux de dire qu'on découvre, mais on affronte les choses au même moment, avec une ampleur peut-être de la vague qu'on n'avait pas tout à fait estimée. Et c'est pour ça que ça rend l'organisation, il faut la transformer aujourd'hui, hein. On sait où on veut aller, il faut la transformer. Et ça a été débattu dans la table ronde Europe à midi avec les collègues européens, qui sont des gens de grande valeur, parce que c'est on avait invité des sages de l'Europe, hein, Chem Gabé de Genève, Dino Punzi de Padoue, Patrick de Bruxelles. Et en fait, chacun a dit exactement la même chose. Il a dit qu'il faut s'adapter aux nouvelles conditions de l'offre de soins et de la relation au travail. 2, il faut augmenter la masse critique de nos équipes. Et 3, il faut mettre des auxiliaires de santé dans nos équipes. On ne va pas tout faire tout seul. Après,
discussion qu'on a eue avec Maxime, des IPA, des infirmières en pratique avancée, oui, mais pour quelle mission? Des assistants médicaux, oui, mais avec quelle mission? Des assistants numériques, quand je dis numérique, c'est des gens qui vont pouvoir gérer l'interface avec la donnée, la collecte de la donnée, voire la surveillance à distance du malade. Enfin, il y a plein de nouveaux métiers qu'il faut mettre dans des structures collectives de masse critique élevée. Et comme toi, Maxime, moi, je regarde depuis très longtemps l'évolution des grands centres néerlandais, allemands, anglais, voire italiens, où ils ont compris qu'un grand centre, c'est d'abord des hommes, des cerveaux. Il faut mettre beaucoup de gens au même endroit pour partager la tâche et s'organiser ensemble. Le modèle de dire je fais tout seul, c'est pas possible. Et ça l'était pas avant, mais ça l'est encore moins maintenant, ça j'en suis certain. Donc on a vraiment un vrai défi d'organisation, hein, et de délégation de tâches. Et on voit bien, on a eu quelques discussions dans les couloirs qui montrent que c'est compliqué, que chacun peut avoir une vision différente sur cette délégation de tâches. Et il y aura un travail collectif à mener. Il ne va pas être instantané, mais il faut que ce soit nous qui soyons à la manœuvre. Ça, c'est clair. Ne nous laissons pas non plus dicter les règles de bonne conduite, quoi. Ça ne doit pas être la l'HAS, je suis d'accord. La l'HAS est là pour éventuellement identifier des critères d'impact, des critères de qualité, de pertinence des soins. Ça me paraît très important. Mais ce n'est pas eux de dire comment il faut faire, quoi. Ce n'est pas du tout la même chose, hein. Peut-être une agence de régulation, moi, ça me gêne. La régulation, ça ne me gêne pas. Mais la régulation de quelque chose qui est concret, qui a été co-construit par le docteur et le patient. Ça, c'est, à mon avis, fondamental. On n'est pas encore là, hein. Non, mais il faut. On sait où on doit aller. On sait où on doit aller. Ouais, donc exactement. après, il n'y a plus qu'à trouver la méthode Exactement. et trouver des solutions. Ouais. Mais on va y arriver. Ben, organiser ensemble, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci. Merci. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous a plu autant qu'à nous. N'oubliez pas de vous abonner à la Minute Rhumato sur votre plateforme d'écoute préférée et de nous retrouver pour notre prochain épisode. À très bientôt.